Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'une compétition méconnue, le WAF, The West Asian Football Federation Championship, autrement dit la Coupe d'Asie de l'Ouest. Alors dans l'immense confédération asiatique, l'AFC, il y a plus ou moins des sous-fédérations. Rappelez-vous, l'an passé, je vous parlais du SAF, South Asian Football Federation Championship, qui regroupait notamment les Maldives, l'Inde ou le Pakistan. Et bien cette fois-ci, c'est l'Asie de l'Ouest, donc de West Asian Football Federation, on va dire cette sous-fédération qui a été créée au tournant des années 2000 par l'Iran, l'Irak, la Syrie, la Palestine, la Jordanie et le Liban. Alors aujourd'hui, l'Iran ne fait plus partie de cette sous-confédération, il a rejoint la fédération de l'Asie centrale et vous avez des nouveaux participants, notamment le Koweït, Oman, le Qatar, l'Arabie Saoudite, Bahreïn et les Émirats. Alors, en théorie, cette compétition se déroule tous les 2 ans. Mais problème, vu la zone géographique et tous les troupes qu'il peut avoir, c'est pas toujours le cas. Et donc, à la base, cette édition devait se dérouler en 2017, en Jordanie. Et finalement, ce sera donc cet été, en Irak, 2 ans après. Et encore, ce qui est assez incroyable avec le WAF, c'est que selon les éditions, il n'y a pas le même nombre de participants. Regardez, cette fois-ci, il y aura 9 équipes engagées, mais le Qatar, Oman et les Émirats n'en font pas partie. Dans le même temps, ce tournoi n'est pas enregistré dans les dates FIFA, ce qui fait que les clubs ne sont pas obligés de libérer les joueurs. Donc vous vous doutez bien que tous ceux qui évoluent en Europe ne peuvent pas participer. Ce qui fait que par exemple la Palestine qui s'appuie sur une importante diaspora ou le Liban, et ce sera uniquement quasiment des joueurs locaux. Pareil pour l'Arabie Saoudite qui a annoncé envoyer une équipe B. Bref, c'est un tournoi, on va dire qu'il n'est pas ultra réputé en termes sportifs. D'ailleurs, pour preuve, les diffuseurs TV ne se sont pas non plus battus et il n'y a pas tant de communication que ça autour de cet événement en Irak. Mais néanmoins, c'est toujours intéressant parce que le football déjà en Asie, c'est toujours chargé d'histoire et de politique et encore plus le WAF quand vous regardez les équipes qui y participent. Je vais donc les citer. Vous avez le Bahreïn, vous avez donc l'Irak, l'hôte, la Jordanie, le Koweït, le Liban, la Palestine, l'Arabie Saoudite, la Syrie et le Yémen. Donc déjà, quand vous voyez les situations de la Syrie et du Yémen, voilà, rien que ça, la Palestine et autres, vous comprenez évidemment l'importance de ce tournoi-là qui en plus va servir de préparation aux éliminatoires de la Coupe du Monde début septembre dans la zone Asie. Donc il y a beaucoup de sélections qui vont utiliser ça, qui sont partis sur des nouveaux cycles. Vous avez par exemple le Liban qui a changé d'entraîneur, qui a récupéré un entraîneur roumain. Vous avez l'Arabie Saoudite qui va envoyer pas mal de jeunes, des locaux. Vous avez la Palestine, pareil, qui va envoyer beaucoup de locaux avec même, ils ont essayé de ramener quelques Gazaouites. Normalement, le championnat palestinien se déroule autour de Ramallah en Cisjordanie. Donc c'est essentiellement des joueurs issus de là, mais ils essayent aussi de ramener quelques Gazaouites, mais vous imaginez bien que c'est pas toujours facile. Donc le Yémen aussi qui est en perpétuelle reconstruction avec beaucoup de joueurs donc, qui ont évidemment fui le pays et qui ont trouvé refuge au Qatar, où en théorie le Yémen joue maintenant ses matchs à domicile. Bref, il y a plein de choses à dire. La Syrie qui a le retour de son capitaine historique qui avait refusé de porter le maillot de la Syrie pendant des années, Al-Khatib, en opposition au gouvernement Assad et finalement qui est revenu lors de la fin des derniers éliminatoires de la Coupe du Monde. Bref, c'est chargé d'histoire, il y a plein de choses à dire. Mais on va s'attarder sur l'Irak, qui est l'hôte de la compétition. Alors vous allez penser en théorie que c'est Bagdad qui va accueillir les matchs, et ben non, parce que la FIFA a suspendu Bagdad d'accueillir des matchs internationaux. Et en fait, cette suspension, c'était assez régulier ces 10 dernières années. Alors à l'époque, c'était pour des problèmes de sécurité, l'équipe ne pouvait pas venir. Et ensuite, c'était pour on va dire, des incidents lors de certains matchs, notamment des envahissements de terrain. Alors la FIFA a levé certaines suspensions autour de l'Irak et maintenant vous avez plusieurs villes qui peuvent accueillir des matchs de l'équipe nationale. En théorie, c'est surtout à Bachra ou Bassora, je ne me rappelle jamais comment on dit, qui est un peu la Venise du Moyen-Orient. Mais ce n'est pas Bachra qui a été choisi par l'organisation, c'est 2 villes. Alors il y a la ville de Erbil, qui est la capitale du Kurdistan irakien, et ensuite Karbala. Karbala c'est un peu dans le centre de l'Irak, c'est pas tellement loin de Bagdad. C'est également le lieu d'un pèlerinage très important pour les chiites. Donc ces 2 villes, 2 grandes villes irakiennes avec des stades évidemment très sympathiques parce que le football en Irak c'est une passion incroyable. J'en parlais beaucoup notamment avec Claude Niakpa, un joueur français qui a joué d'ailleurs dans la ville de Bachra dans le club de Halmina si je m'en rappelle bien, que vous pouvez retrouver dans Galar Football Club, mon premier ouvrage. Quand il expliquait, je jouais au domino dans les rues de Bagdad et il m'expliquait l'ambiance festive de Bagdad autour des matchs et les derbys de Bachra absolument incroyables, avec 4-5 heures avant, les tribunes déjà remplies. Bref, l'Irak c'est un vrai pays de football où la religion dominante du foot c'est tu es du Barça ou tu es du Real. D'ailleurs, on pourrait parler aussi de cette visite d'une délégation du Real reçue par le Premier ministre irakien à Bagdad il y a quelques mois avec cette promesse et cette envie de créer une académie Real en Irak. Et forcément, ce tournoi-là, il est très important pour le pays, pour ce gouvernement, pays si instable, comme vous pouvez le savoir, parce que c'est l'idée de donner une bonne image. Regardez, l'Irak peut de nouveau accueillir des événements sportifs, ce qui montre une certaine normalisation du pays. On peut le voir également, pourquoi
le régime de Bachar el-Assad voulait vraiment que le championnat local continue à avoir lieu, pour montrer que le pays finalement est revenu à une certaine normalité. C'est toujours très important le football pour un État. Et là pour l'Irak, c'est aussi l'idée de montrer, notamment dans sa région, Moyen-Orient, regardez, on peut de nouveau réaccueillir. On est, voilà, notamment quand tu cherches quelques partenaires économiques et tout, quand tu as le cul en plus, on va dire, entre deux chaises, entre l'Iran, à côté, les Américains, etc. Bref, vous imaginez que c'est assez compliqué. Et il y a aussi l'idée, prochainement, d'accueillir l'Arabian Gold Cup, qui est une autre compétition dans le monde arabe, qui se déroulera d'ailleurs fin novembre, cette édition-là, au Qatar, où vous avez déjà Bahreïn, l'Arabie Saoudite et les Émirats qui ont dû en boycott, donc il y aura 5 équipes. Toujours folklorique. Toujours folklorique. En tout cas, écoutez, je voulais faire cette petite aparté pour ceux que ça intéresse. Ça va commencer donc le 30 juillet. Il y a deux groupes, un groupe de 5, un groupe de 4, et le vainqueur de chaque groupe se rencontrera dans une finale. C'est pas le tournoi le plus prestigieux, je suis d'accord, mais imaginez ce que c'est pour tous ces mecs-là de pouvoir représenter quand même leur pays. Parfois, c'est quand même assez compliqué. Donc voilà, sachant que cette année, la Syrie, par exemple, a joué quantité de matchs amicaux, l'Irak, la Palestine, et tout ça pour les qualifications au Mondial 2022, qui sont évidemment l'ambition de tous ces pays-là. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que je ferai un jour... Voilà, notamment dans mon prochain ouvrage, il y aura plein de choses autour du football du Moyen-Orient. J'ai interrogé quantité de personnes au Liban, en Syrie, je suis actuellement, Yémen, Iran, Irak, bref, c'est vraiment fascinant. Je vous laisse pour terminer cette vidéo avec un petit audio de l'entraîneur de la Palestine, l'Algérien Nourdine, que je remercie beaucoup, qui vous explique un petit peu comment il a pris son groupe, comment il l'a sélectionné. Donc voilà, il y aura sans doute un spécial focus football palestinien bientôt. Je pense que c'est assez intéressant. Parce que ce qui n'est pas connu, c'est que la Palestine, donc là, comme je vous dis, ils sont privés de leurs joueurs qui jouent un peu à l'étranger, mais vous avez notamment de la diaspora sud-américaine, en Palestine, notamment des Chilo-Palestiniens, certains en Argentine. Vous en avez certains qui vivaient également aux États-Unis, comme Omar Jaroun, qui a grandi avec un père palestinien et une mère texane, qui vivait au Koweït, guerre du Koweït, ils ont dû fuir au Texas, etc. Qui est rentré sur les terres de sa famille, qui a retrouvé des gens qu'il n'avait jamais vus. Il les a connus pour la première fois en cueillant le fameux citron dont je vous avais expliqué l'histoire, dont son père lui parlait toujours que dans le village natal, il y avait les citronniers, etc., qui étaient encore là. Il y a tellement d'histoires du Moyen-Orient. C'est un peu les contes des mille et une nuits qu'on va faire un jour, mais version foot. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager et tout ça. Je vous laisse donc en compagnie de Nourdine pour terminer cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Oui, effectivement, comme je dis à chaque fois, c'est une sélection qui n'est pas ordinaire. Et c'est une sélection extraordinaire par rapport à toutes les sélections du monde, d'où les difficultés à nous déplacer, à nous réunir, à faire le job d'un sélectionné ou d'un sélectionneur. Donc, concernant la préparation, et comme il y a des difficultés des clubs à attaquer la préparation, donc j'ai pris sous ma coupe les meilleurs, quoi, les joueurs locaux, une trentaine de joueurs, en sachant que les pros, donc c'est pas des dates FIFA, ils peuvent pas venir en sélection. Donc voilà, j'ai fait une mode de préparation à Ramallah. Donc c'était sur 2 semaines. On part samedi pour Bagdad. Et on attaquera le premier match contre le Yémen, le Yémen le 30 juillet et à Karbala. Donc notre groupe c'est à Karbala. Et voilà, comme tu dis, difficulté à entretenir la sélection, à préparer la sélection. Et les objectifs, bon, comme j'ai un groupe j'ai les cadres, j'étais adjoint en 2015, donc j'ai repris en 2018 la sélection, ouais, fin 2017-2018. Donc j'ai un peu les cadres de l'équipe, donc ça fait depuis 2015 on travaille ensemble, donc ils connaissent un peu ma philosophie, donc les objectifs. WAF, ça peut être un tremplin pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Le tremplin, oui, et on essaiera un peu de faire un bon résultat. Le bon résultat passera par passer en finale. Et concernant la Coupe du Monde, on essaiera un peu de bousculer la hiérarchie et de rentrer dans le top 12, les 12 équipes ou les 10 équipes qui jouent la dernière phase pour la Coupe du Monde, quoi. Donc en gros, c'est ça. Donc j'ai des joueurs un peu en voie d'être matures. Donc ceux que j'ai eu l'année dernière en Coupe d'Asie. Donc il manque un peu de maturité pour marquer un but et pour nous qualifier. Et voilà, en gros, donc j'hérite de ce beau monde-là
pour essayer d'atteindre les objectifs.